Donc en termes de présupposés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des études qui s'intéressent strictement aux relations travail et usage de substances psychoactives, dans les faits, il y en a très très peu. À la fois au niveau des sciences du travail, donc tout ce qui est de l'ordre de l'ergonomie, de la sociologie du travail, même de la médecine du travail d'ailleurs, et même de la dictologie, c'est-à-dire qu'il y a eu très très peu vraiment d'analyses à la fois quanti et quali qui permettent de mieux qualifier qu'est-ce que c'est que cette réalité-là, est-elle du côté du risque, est-elle du côté d'une autre dynamique que celle du risque. On est un peu dans le flou. Par contre, les études qu'on rencontre régulièrement, ce sont des études plutôt justement au niveau du droit. Alors, certes, le droit est en formation encore, hein, on l'a vu ce matin, mais là, il y a de la progression, sous l'influence forte, notamment, et ça a été évoqué sous forme de boutade, mais c'est une réalité politique, comment dire, une dynamique du patronat, et notamment du MEDEF, qui veut vraiment pousser vers un cadrage de plus en plus serré. Et donc ça, il y a vraiment la prévalence du droit. Et l'autre dimension, c'est la présence de données épidémiologiques. Mais quand on utilise ces données, on se rend compte qu'en fait, c'est des données, certes, qui permettent de brosser un tableau du type de produits qui sont consommés en France, par classe d'âge, donc les médicaments psychotropes, le tabac, l'alcool, la cocaïne, le cannabis, voire même, il y a un affinement, et il y a des travaux d'ailleurs qui sont excellents, hein, enfin qui sont extrêmement intéressants, conduits par l'INPES, à l'époque c'était François Beck qui pilotait ça, sur la manière dont, par milieu professionnel, s'organisent les usages. Le souci, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, ça ne nous dit rien de, finalement, qu'est-ce qui se passe vraiment, est-ce que c'est vraiment du côté du risque? Enfin, on ne sait pas, quand on va juste du côté de la chair, du côté au poste de travail, qu'est-ce que signifient ces usages? Là, les données épidémiologiques ne nous disent rien. Donc on retombe dans un flou et finalement une difficulté à instrumentaliser du côté de la prévention et de la santé ces chiffres-là. Donc ça, c'est vraiment un des constats qu'on a pu poser. L'autre constat, et qui est finalement aussi ce qu'on retrouve dans la manière dont sont utilisés les chiffres d'épidémiaux. Et là, en termes de chiffres, je vous renvoie, je ne creuse pas davantage, mais Renaud Crespin vous développera un certain nombre de chiffres clés qui ont été très largement instrumentalisés. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que, et ça c'est un des points sur lesquels moi je voulais venir avec vous, c'est que d'un point de vue de la prise en compte des substances psychoactives, par définition, une substance psychoactive est un produit qui est modificateur de l'état de conscience. Mais cette définition-là, elle a été réduite historiquement du côté de la modification qui ne serait que perte de capacité. Et ça, c'est très intéressant, notamment quand on étudie les travaux de Reynaud, Parquet et Lagrue, à la fois en 99, 2000, 2002, qui ont été des travaux à partir desquels la MILT a déployé tous ses programmes et ses plans au niveau addiction et milieu professionnel. Quand on analyse l'assertion de Parquet et Reynaud, on voit que petit à petit, il y a eu un glissement volontaire, d'ailleurs c'est indiqué explicitement dans le rapport, du côté de « il faut faire peur ». C'est-à-dire, alors, avec une dynamique légitime qui était « il faut mobiliser le grand public sur les usages de substances psychoactives, il faut indiquer qu'il y a des risques, donc aiguillons d'emblée à travers la terminologie et à travers la manière dont on va utiliser les concepts, du côté d'une ligne d'horizon, d'une ligne de fuite qui est celle systématiquement du danger ». Et le problème, c'est que cette réalité-là, du coup, est une réalité qui a construit, enfin à partir de laquelle s'est construit tout un tas de guides pratiques, de politiques publiques, mais en enfermant donc l'usage du côté du risque strictement. Et ce qu'on voit, c'est que dans les faits, c'est-à-dire que si on prend un peu de recul, dans les faits, comme par définition, la modification de l'état de conscience n'est pas automatiquement du côté du risque, mais peut-être du côté de la ressource, notamment avec les médicaments psychotropes, par exemple. Si j'ai besoin de récupérer, que j'ai du mal à m'endormir, que j'ai besoin de récupérer pour le lendemain être dans les conditions optimales de vigilance, avoir recours à un somnifère pour certains, avoir recours pour d'autres à du cannabis, là on tombe sur des produits illicites, mais en tout cas dans cette même dynamique de fonctionnalité d'un produit qui va permettre de récupérer, de m'endormir, on voit que là, dans un arbitrage, dans cette idée que la santé et la sécurité est une dynamique, dans un contexte, on peut être dans une pratique qui est du côté de la sécurité et de la santé. Et ça,
c'est pas du tout ce qui est mis en avant dans tous les différents rapports qu'on a pu étudier et qui sont à votre disposition. Et ça, du coup, ce qui est aussi intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc, de fait, une inégalité de traitement entre la manière dont on va appréhender les drogues illicites, par définition, a priori, la manière dont on appréhende l'alcool et la manière dont on va appréhender les médicaments psychotropes. C'est-à-dire qu'il y a toujours pareil, de manière implicite, parce que les choses n'ont pas été vraiment indiquées noir sur blanc comme ça, mais l'idée, par exemple, d'être sous médicaments psychotropes, donc d'utiliser des substances psychoactives de type médicaments, donc a priori sur prescription médicale, devrait me mettre en dehors du risque, parce que c'est une prescription. Ce qu'on voit sur le terrain quand on est sur une analyse plus qualitative, c'est que les choses sont beaucoup plus ambivalentes. C'est-à-dire que le risque n'est pas forcément préservé par la prescription médicale, et le risque n'est pas forcément lié uniquement du côté de l'illicite. Il y a une explosion en fait de cette, la classification licite-illicite du point de vue des usages réels est une classification qui ne dit pas le risque. Ça c'est vraiment important pour faire une approche concrète en milieu professionnel, de pouvoir s'abstraire dans l'analyse et dans le suivi en prévention de ce cadrage-là. Donc, au niveau de... donc, il y a une inégalité de traitement, c'est ce que je vous disais. Donc, ce que j'évoquais aussi, c'est que donc, ces données-là, cette mise en perspective des usages de substances psychoactives uniquement du côté du risque, cette perspective d'inégalité de traitement des différents produits, c'est ce qu'on retrouve organisé dans les grands rapports ou les grands guides de bonnes pratiques, qui sont par ailleurs très intéressants. Enfin, là, pour le coup, je suis dans une analyse critique de ce qui se passe, mais pas pour autant où il faudrait balayer tout l'existant. On va le voir. Mais en tout cas, si on reste dans cette analyse critique, ce qu'on voit au niveau des guides de bonnes pratiques et des différents rapports, donc notamment, je vous renvoie aux deux derniers qui, de mon point de vue, sont les plus aboutis en l'état actuel des connaissances, que sont le guide de prévention des pratiques addictives de l'INRS qui date de 2013 et un peu avant le guide de la DGT MILT de 2009. Ces guides-là, quand on les analyse du côté de la manière dont ils construisent la problématique sur laquelle agir, on voit qu'ils la construisent autour de deux dimensions. La première, c'est un enfermement de la relation substance psychoactive, sujet et relation de travail dans une lecture univoque qui est celle du risque. Dans la logique de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que par définition, l'usage est un risque, il y a une perte de capacité, donc le rapport consommateur-produit-milieu de travail est une situation à risque. Et on enferme la lecture strictement de ce côté-là. Ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est que du coup, on va penser, cet enfermement-là va produire une mise en question de l'usage et de la prévention des usages de substances psychoactives en milieu professionnel du côté de la prévention des risques liés aux usages. C'est-à-dire qu'il y a le focus n'est pas quels sont les usages, les comprendre pour les prévenir, mais le focus est attention, danger, il faut supprimer les risques liés au produit. Donc on voit que l'implicite, c'est que par définition, le produit, lui, il est dangereux. Et ça, on va voir qu'en termes d'analyse, ce déplacement de focus par la terminologie laisse dans l'ombre tout un tas de dimensions que l'on pourrait analyser et comprendre autrement si justement on se décalait du côté des usages strictement. Et d'ailleurs sans avoir a priori bien ou mal, c'est-à-dire on s'intéresse à cette question-là. Et donc du coup, cette dynamique de l'enfermement des relations travail, usage, milieu professionnel du côté du risque, va avoir comme logique de rabattre la prévention strictement du côté du médical et du juridique. C'est-à-dire que les préoccupations, le plus souvent, qu'on a entendu à la fois dans la recherche et moi, avec ma casquette d'intervenante avec l'association Addictologie et Travail, c'est toujours un questionnement qui va être configuré du côté de la responsabilité. Qu'est-ce que je risque si je fais ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? À la fois du point de vue de l'employeur ou du point de vue des syndicats, d'ailleurs. C'est marrant parce que la configuration des questions est quasiment la même à la fois du côté des syndicats, des employeurs, des services de santé au travail. Donc la première
préoccupation, elle est de type responsabilité. Et la deuxième préoccupation, qui s'articule à la première, c'est de type soin. On veut aider, il ne faut pas tirer sur une ambulance. Comment faire quand on est avec un collègue qui a un problème? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un glissement de cette thématique globale des usages vers une polarité de la déviance, enfin du droit ou de la déviance, ou de la maladie et éventuellement du soin ou de l'aide. Et quid finalement de la quasi-totalité des consommateurs de médicaments psychotropes, d'alcool, de cannabis, de tabac, qui sont invisibles à cette double polarité et qui font la grande majorité, dont les employeurs d'ailleurs font partie, la grande majorité des consommateurs de produits dans les espaces professionnels. On construit les modèles de prévention. Alors, les deux grands types qui s'articulent d'ailleurs l'un à l'autre d'approche de la prévention que nous avons pu, avec d'autres auteurs d'ailleurs, il y a eu des recherches antérieures, notamment je vous invite à lire les travaux de Maranda et Negura et Morissette, qui sont un groupe de chercheurs québécois qui a énormément travaillé dans les années 2000 sur ces questions-là. Donc pareil, ils font le même constat, que les approches dominantes, en fait, les approches les plus utilisées en termes de méthodologie de prévention dans les milieux professionnels, s'articulent autour de deux grandes logiques qui sont en cohérence avec ce que je vous présentais tout à l'heure, qui sont d'abord l'approche gestionnaire, et ça je vais vous le développer en détail. L'approche gestionnaire, ça s'entend autour de cette idée de repérer, isoler un risque ou un sujet à risque, se donner les moyens de pouvoir mettre en place l'alerte et d'orienter, enfin de donner une suite à cette alerte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée on doit être en capacité de faire face à une situation dégradée, donc d'organiser les pratiques des uns et des autres de manière à repérer, alerter, orienter. Ça, c'est vraiment la grande logique de l'approche gestionnaire. Et cette logique, elle s'articule à une autre qui est complémentaire, qui est l'approche sanitaire. C'est-à-dire que, toujours dans cette idée, il faut qu'on puisse garantir nos responsabilités et soigner éventuellement ou aider les personnes qui seraient en difficulté. Donc, il faut pouvoir ouvrir le champ d'une orientation vers le soin, possiblement. Donc, c'est là où on voit apparaître la grande figure du médecin du travail ou des équipes, voire du médecin addictologue dans un deuxième temps. Il y a cette idée de l'approche sanitaire qui est, avec l'approche gestionnaire, on va pouvoir repérer et orienter. Et finalement, une des cibles de l'orientation dans la dynamique de l'approche médicale vont être tout le corps médical. Alors l'infirmière est inscrit aussi dans cette approche sanitaire l'assistante sociale en fonction des services, mais avec cette idée que finalement, on doit pouvoir mettre un dispositif qui va accompagner un sujet en tant que tel dans sa double dynamique sujet, enfin individu et santé. Et là, on voit que la question du travail est complètement masquée par cette double dynamique-là, mais en tout cas, pouvoir mettre en place un dispositif qui va aider la personne et à pouvoir revenir en l'état pour pouvoir tenir son poste et donc re-rentrer dans le cadre réglementaire qui est celui de son contrat de travail. Alors, ce constat qu'on a fait au niveau des politiques de prévention des usages de substances psychoactives en milieu professionnel, en fait, c'est un constat qui a été fait pour les risques psychosociaux. C'est-à-dire que là, on a un peu de recul depuis l'obligation d'intervenir sur les risques psychosociaux. Et ce que les travaux de l'ANACT a mis en évidence, c'est qu'il y a eu un glissement de l'approche globale des risques psychosociaux qui, à l'origine, devait être beaucoup plus du côté du travail, des situations de travail, sur une approche collective. On a vu un glissement vers une approche gestionnaire qui est de repérer les gens vulnérables ou en difficulté, d'orienter le soin et de mettre tout en place un système de psychologue du travail dont la thématique ne devient plus celle du travail, mais devient celle de la vulnérabilité du sujet. Et voilà, il y a un glissement comme ça. Alors, quand je fais ce constat, évidemment, ça a des vertus, et on va le voir. C'est-à-dire que dire, ça ne suffit pas. Dire ces approches ne permettent pas d'aller jusqu'au bout, comme l'évoquait Maître Arbouche, ne veut pas dire pour autant que ce sont de mauvaises approches. On est bien d'accord. Hein. Mais par contre, on voit bien que ça laisse dans l'ombre quand même toute cette question des interrelations entre les usages et le travail, et toute cette question de l'éventuel sens professionnel que peut avoir
des déviances individuelles du point de vue d'un cadre. Pour développer un peu l'analyse critique, et je vous répondrai sur comment faire, hein, enfin, comment dire, quel type d'approche peut venir en complément de ces deux approches-là. Mais quand même, pour aller un peu plus loin sur l'approche gestionnaire, ce que nous dit le cadre méthodologique appliqué à la prévention des usages de substances psychoactives, c'est de mettre en place une dynamique de travail selon ces 8 points principaux. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des guides, à la fois MILT-DGT dont je vous parlais, l'INRS, mais des grands organismes qui ont, comme la Fédération Addiction, aussi a mis en place des outils d'aide, l'ANPA aussi, enfin, voilà, les grands organismes qui vraiment travaillent depuis des années sur ces questions-là, ont trouvé un consensus ou un compromis autour de cette démarche-là, qui dit donc de mettre en place un comité de pilotage ou groupe prévention, enfin en tout cas un groupe dans une logique un peu multipartite, ce groupe, de manière à ce que ce groupe soit capable de repérer quand même un certain nombre de problématiques dans l'entreprise et de pouvoir discuter et trouver un compromis sur quel cadre on va pouvoir mettre en place de manière à, au mieux, avoir les outils de régulation et de gestion dans notre entreprise. Donc, mise en place du comité de pilotage ou de groupe prévention, faire un constat concerté au sein de ce petit groupe sur quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui nous manque, où il y a des impasses. Il faut éviter qu'il y ait des usages a priori. Il faut organiser ceux qui consommeraient, notamment le repérage des alcoolodépendants ou des toxicomanes. Enfin, vous voyez, toujours dans cette grille de lecture-là. Organiser et clarifier le règlement intérieur. Déterminer et clarifier les rôles de chacun dans cette logique-là. Définir donc là les signaux d'alerte, je vous en donnerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Travailler avec des relais, puisque dans cette idée d'orientation, il faut que le cadre puisse se mettre en place à la fois avec la ligne hiérarchique, mais en harmonie le plus possible, ou en tout cas en cohérence avec les syndicats, avec l'équipe de médecine du travail. Enfin voilà, on essaie vraiment de huiler tous les rouages de ce dispositif-là. Et ensuite, utiliser les outils de type document unique et mettre ça, vraiment le mettre dans le dur, dans les outils de la prévention et de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels. Le souci de cette approche-là, c'est que ce groupe de travail, et là pour le coup, ça a été un des éléments extrêmement intéressants de notre étude Prev Drug Pro, c'est que dans leur histoire, parce qu'on a fait un travail un peu longitudinal sur les différents groupes qui appliquent dans leurs établissements ce type d'approche, il y a des effets extrêmement intéressants, et notamment ça avait été en 2003 mis en évidence par les travaux de l'INSERM sur l'impact de ce type d'approche dans les milieux professionnels, notamment autour de l'alcool. On voit que ce qui est ciblé, les objectifs que se fixe cette méthode, sont le plus souvent atteints. Meilleure orientation des gens qui ont des difficultés avec les produits vers la santé. Ça a été mis en évidence par l'INSERM, et quand on fait une approche quali dans les entreprises qu'on a pu rencontrer, c'est le cas. Meilleure réglementation, clarification du règlement intérieur, qui fait quoi? Ça, c'est vraiment une des dimensions qui est améliorée. Les gens sont plutôt rassurés pour savoir vers qui ils vont se tourner. Les choses sont mises en place. Mais ce qu'on voit, c'est que ça, au bout d'un moment, ces approches-là, elles patinent. Et en fait, ce qu'on voit quand on travaille avec eux vraiment du côté du travail réel, du côté de leurs activités, c'est que ces personnes ont beau avoir été en toute vraiment bonne intelligence, en étant persuadées que c'est le cadre, c'est la recette qui va faire la cuisine, quoi. C'est le cadre qui va faire qu'on va pouvoir dépister pour s'aider, on va pouvoir orienter vers tel médecin ou tel autre. Dans les faits, les choses ne se passent pas exactement comme ça, voire pas du tout comme ça, même de leur propre pratique à eux. Et je vais vous donner un exemple. Un des groupes de prévention avec lequel on avait travaillé, il y avait parmi ces acteurs, il y avait des ergonomes et qui du coup avaient été vraiment très engagés pour clarifier, former les encadrants, enfin aller vraiment dans toutes les directions et continuer au bout de 5-6 ans, ça faisait 5-6 ans que ces deux ergonomes étaient dans le groupe de prévention, continuer à se poser toujours la même question qui était, moi en tant qu'ergonome, quand je vais faire des études de poste, que je suis en immersion et que je vois des consommations interdites à des postes de sécurité, dans des situations de convivialité, par exemple, sans excès, sauf que c'est interdit, je ne sais pas quoi faire de ça. C'est-à-dire que je sais que si je suis porteur
de la règle que je porte dans le cadre du groupe de prévention, que je porte quand je vais faire de la sensibilisation, si à l'échelle de mon poste de travail, je commence à être, finalement, comment dire, non plus ergonome qui fait de l'analyse de... c'est un impensé. Et c'est un impensé depuis des années dans ce groupe de travail. Et ça, des exemples de cadres qui ont été ceux qui ont participé de la libellation, il faut qu'il y ait des tests de dépistage, sont les derniers à les utiliser. Et ces écarts-là, c'est vraiment le travail réel, c'est-à-dire que, et c'est ça qui nous importe, parce que c'est bien dans ces écarts entre ce que le modèle gestionnaire dit, qui fonctionne super bien sur le papier, qui rationnellement est vraiment quelque chose qui nous semble le plus adapté quand on se confronte aux réalités du travail, parce que les usages de substances psychoactives au travail ne sont pas uniquement du côté du risque, mais sont du côté d'un certain nombre d'autres fonctions qui sont là et dont les collectifs ou les individus peuvent avoir besoin, là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est face à des situations de jour notamment, ou Molinier, enfin en tout cas dans les différents chercheurs en psychodynamique du travail, vont appeler des conduites paradoxales. C'est-à-dire des consommations qui, a priori, sont du côté du risque, mais dans les faits, participent d'une régulation de sécurité ou de santé. Par exemple, on a vu ça aussi dans les milieux de l'urgence, des consommations de psychostimulants plus ou moins licites pour pouvoir enchaîner 15 à 18 heures de garde. Il y a un moment donné, quand on voit un anesthésiste sous cocaïne, on se pose la question de la responsabilité, la question du licite, mais quand on se met à creuser la réalité, finalement, du point de vue du sujet et de sa réalité de travail, on voit bien qu'il y a une dynamique de régulation qui fait vraiment se poser, mais est-ce que cette prise de produit, effectivement, n'est pas plus du côté de la sécurité que d'arriver au bout de 18 heures HS sans être capable de tenir son poste? C'est des vraies questions. Et toute cette approche gestionnaire ne permet pas de poser ces questions-là. Parce que d'emblée, elles organisent, c'est illicite, donc la loi doit s'appliquer, donc alerte, donc ce que vous voulez. Et donc ça, si on développe donc l'ensemble, dans l'approche gestionnaire, il y a les signes, hein, je vous laisserai les slides si vous voulez, mais voilà, ce qu'on voit, c'est que finalement, à nouveau, dans les signes d'alerte sur cette approche, il faut repérer, on est tout le temps du côté de qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire mettre le doigt sur ce qui ne va pas en apparence, effectivement, parce que va se poser la question de la capacité à tenir le poste, mais le problème, c'est que du coup, ça accule à ne pouvoir intervenir sur ces questions que quand il y a ces signes. Donc, quid, et ça on l'évoquait, quid de la personne qui prend 3 cachetons de tel truc ou 2 litres de tel autre pour venir et qui n'a aucun signe et qui pourtant, du point de vue vraiment de sa manière de réguler sa situation de travail, nécessiterait d'être interrogé sur ce qui se passe. Quel sens ça a, de manière à éviter justement que ça finisse par glisser dans l'orange, voire dans le rouge. La prévention primaire, c'est quand même de s'intéresser, quand les indicateurs sont dans le vert, à ce qui est caché et qui pourrait contribuer à ce que les indicateurs tournent à l'orange ou au rouge. Et donc là, on voit bien que dans ces approches-là, on est sur l'écume de la vague. Et on a du mal à aller se focaliser sur qu'est-ce qui se passe concrètement dessous avec ces usages. Donc bon, ça c'est pareil, c'est pour faire un petit topo, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître ça. Mais voilà, si on met sous forme un peu de logigramme, ce que nous dit l'approche gestionnaire. C'est-à-dire vraiment, ce qui est ciblé, c'est l'ébriété. C'est le point de départ, le problème, l'ébriété ou l'incapacité apparente à tenir le poste. C'est vraiment cette idée on doit penser un dispositif, sensibiliser les agents, les salariés, sensibiliser les encadrants, sensibiliser les médecins du travail, de manière à tout moment pouvoir réagir pour faire face à l'ébriété. En gros, c'est ça que nous disent les modèles dominants de prévention des usages de substances psychoactives. Préparez-vous à pouvoir faire face à ça. Et nous, ce qu'on dit, ce que disent nos travaux et bien d'autres chercheurs d'ailleurs, qui s'intéressent à la question générale de la santé et du travail, et d'ailleurs les travaux sur les risques psychosociaux pensent cette question de ce côté-là, c'est-à-dire finalement ce qui doit faire alerte et ce qui doit être l'objet de nos analyses, ce ne sont pas les problèmes, c'est la quotidienneté du travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au quotidien, comment font les gens pour bosser, qu'est-ce qu'ils font,
Et là, voyons si, dans comment font les gens au quotidien et qu'est-ce qu'ils font, il n'y aurait pas des risques ou des problématiques éventuellement à les creuser et à les prévenir. Là, on voit vraiment qu'on décale les objectifs et le champ d'intervention. Petit élément complémentaire pour boucler cette approche gestionnaire, c'est évidemment tout ce système d'alerte doit être, enfin les principaux comment dire, jalons de cette approche gestionnaire et de cette approche médicale, c'est le dialogue. C'est comment, je vais dire, enfin comment prendre la parole sur ces questions dans l'intérêt de mes responsabilités en tant qu'encadrant, que collègue ou que médecin du travail, notamment sur des aspects médico-légaux qui sont médico-légaux qui sont des aspects sur lesquels on est encore en train de plus en plus d'acculer les médecins, enfin les équipes de santé au travail. Donc, comment faire à la place que j'occupe pour aborder ces questions avec les sujets. Donc là, vous avez tout un tas d'approches qui sont extrêmement intéressantes et puissantes, qui permettent d'ouvrir le dialogue dans le respect des personnes, en mettant les faits au cœur de la relation. Donc là, on est complètement dans la logique évoquée par Maître Arbouche. Le problème, ce n'est pas l'alcoolisme, le sujet, combien il abuse, c'est bien les faits dans l'espace professionnel, comment les comprendre ensemble, comment faire ensemble en sorte que ça se régule. Donc là, on a bien énormément d'outils de relations, de communication interpersonnelle. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que dans ces outils de communication interpersonnelle, le plus souvent, il n'y a aucune place pour essayer de comprendre ensemble comment se construit d'un point de vue collectif cette situation qu'on pense uniquement comme étant une situation individuelle. C'est-à-dire qu'on enferme à travers ces outils la problématique du côté du problème d'ailleurs, alors que je vous ai dit que ça pouvait être configuré autrement que dans une logique de problème, mais surtout on enferme notre pensée du côté uniquement d'un couple produit-sujet. Et ce qui est intéressant à ouvrir, et c'est ce que je vais vous présenter là, c'est ouvrons la problématique du côté du sujet produit-environnement. Et donc, dans les relations interpersonnelles, dans les entretiens, à la fois du côté du médecin, à la fois du côté des encadrants et entre collègues, ouvrons cette question du produit, du sens des usages, à la fois individuellement et collectivement par rapport au milieu professionnel et aux activités. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses, si on se pose les questions comme ça, il y a énormément de choses qui émergent et qui ne sont pas là pour trouver des responsabilités. C'est-à-dire qu'évidemment, ça devient possible d'ouvrir le questionnement et l'analyse du côté de l'organisation du travail, du côté des collectifs du travail, à partir du moment où nos objectifs ne sont pas des recherches de responsabilité, mais où nos objectifs sont des recherches d'analyse compréhensive, dans une logique systémique en fait. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Voilà, il y a effectivement Bébert qui arrive bourré, qui monte à l'échelle bourré, qui tombe. Il y a plusieurs manières de formuler la problématique Bébert qui est tombé de l'échelle. Il y a Bébert alcool chute, et il y a Bébert collectif, il y a Bébert organisation du travail, il y a Bébert post-isolé. 20 ? Combien ? Oui, merci. Le cadrage quand même institutionnel est une nécessité. Voilà. Et donc vous voyez, et ça ne veut pas dire que pour autant, Bébert n'est pas responsable d'avoir consommé de l'alcool, d'un point de vue de la responsabilité. Mais d'un point de vue de la compréhension de comment les choses se passent, comment éventuellement les choses se répètent, voire les choses se dégradent, il y a des dynamiques qui sont autres que des dynamiques juridiques. Il y a des dynamiques qui sont psychosociales, des dynamiques qui sont organisationnelles, qui sont culturelles, qui sont historiques. Et ça, c'est en se décalant des présupposés dominants qu'on peut arriver à les repérer. C'est-à-dire que le problème n'est pas, ça n'est pas tellement compliqué en fait. C'est complexe, au sens où si on veut résoudre, ou en tout cas améliorer la prévention des usages en milieu professionnel, en restant sur une équation qui évite de regarder la totalité des dimensions en jeu, là effectivement on se complique la tâche. Parce qu'on n'arrivera pas à résoudre une équation à 15 inconnus en manipulant que 2 inconnus. Donc ce que nous dit l'approche justement par la complexité, qui est l'approche systémique, c'est prenons des outils qui vont nous permettre d'éclairer a priori tout un tas de dimensions, et après on verra celles qui sont les plus pertinentes pour nous. Mais en tout cas, utilisons a priori les outils
qui vont éclairer la situation, et non plus le couple sujet-produit. Et donc ça, c'est pas inventé, c'est pas notre projet qui avons inventé cette approche, c'est la dictologie. C'est-à-dire que si on en revient justement, si on monopolise, si on utilise, et qu'on instrumentalise pleinement l'approche de la dictologie qui dit que c'est une dynamique multivariée qui met en jeu des sujets, un sujet en l'occurrence, si on est sur cette dynamique-là, un sujet, un produit ou des produits, s'il est en polyconsommation, dans un environnement donné, avec l'idée que l'environnement n'est pas un contexte au sens où je fais ma petite popote, un coup chez moi, un coup à l'école, un coup au boulot, et c'est la même chose que popote, c'est moi plus produit. Non, qui dit l'environnement, c'est une composante au sens strict de la manière dont va se construire l'usage, de la manière dont je vais ressentir des effets, de la manière dont je vais avoir besoin d'utiliser tel produit plutôt que tel autre, telle cigarette, 10 cigarettes si je suis en vacances, 50 si j'ai à finir sur une journée continue une charrette. C'est pas parce que je fume 50 parce que je suis au travail, c'est je fume 50 cigarettes parce que du point de vue de mes activités, de ce que me permet de faire la cigarette comme pause, il va y avoir un maillage qui est vraiment de l'ordre d'une co-construction de cette dynamique des usages, très pensée socialement du côté du shoot, du festif, du récréatif. En fait, on voit des usages professionnels, c'est-à-dire sur du coup un usage qui change, sur des microdoses, mais pour des fonctions. Alors ça sera développé par Dominique Lhuillier, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin sur ça, mais en tout cas voilà, on voit vraiment des transformations du type d'usage, de modalité pour faire le boulot, quoi. Vraiment, la cocaïne c'est pareil. Et donc là, ce que nous dit ce schéma-là, c'est que la réalité, c'est une autre manière d'illustrer la réalité des usages, et ça, c'est pas, comme j'évoquais, prendre le temps de penser les choses sous cet angle-là, ça n'est pas pour dire, finalement, les pauvres, on ne va pas les responsabiliser, ou en fait, tout est dans tout. Non, c'est pas ça. C'est que ça permet vraiment, déjà, de s'autoriser à poser des questions qu'on ne s'autorise pas. Qu'est-ce qui se passe au travail? C'est quoi ce produit? Comment ça marche? Voilà, pourquoi vous l'utilisez? Et donc, d'éclairer des dynamiques professionnelles. Mais surtout, c'est aussi dans les réponses, justement, qu'il va y avoir quand on a une analyse de ce type-là, on va trouver les outils pour faire de la prévention. C'est-à-dire que c'est un billard à deux bandes. On ne prévient pas les usages en les testant, c'est-à-dire en ciblant le produit. On prévient les usages en ciblant quelles fonctions ils ont, l'étayage qui conduit aux usages. Et d'ailleurs, ça a été, quand on s'intéresse justement à ce que disent les sciences du travail, et notamment du coup la sociologie, et là je vous renvoie aux travaux d'Ehrenberg dans les années 90-2000, qui a travaillé sur l'ensemble des produits dont les médicaments psychotropes, il parle d'adjuvants chimiques de l'action. Alors, Hautefeuille parle de prothèses chimiques, mais c'est la même idée, c'est-à-dire, hop là, on a trouvé un instrument qui est le produit pour pouvoir traverser sa vie et son travail, quoi. Et donc, aussi, un des autres aspects, c'est que cette approche ne dissocie plus la maladie du reste. C'est-à-dire que ce que nous disent les approches de type posons la question des usages, essayons de comprendre ce qui se passe du point de vue du travail, c'est intéressons-nous autant aux usages réglés, cachés, sans problème, qu'aux troubles de l'usage. Donc par trouble, j'entends, ça peut aller jusqu'à la dépendance, mais alors là, c'est sous l'angle tel que le DSM-5 est en train de le définir, sous l'angle vraiment de il y a une perturbation de mon rapport au produit. Donc ça peut être une ivresse aiguë au poste, ça peut être introduction de produits illicites en milieu professionnel, là on est dans le trouble de l'usage, ça peut être dépendance. Mais du coup ça ouvre bien sur le problème du côté de tous ces écarts à un usage réglé et modéré et sans problème a priori, quoi. Et donc, ce que nous permet ça, ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire prenant le temps de penser usage dans son système multivarié, c'est qu'on voit que ça permet de se déplacer de la problématique que je vous posais en introduction comme étant le présupposé de base dans la majorité des pratiques de prévention, qui est le couplage comportement individuel, risque et normes de travail. Par norme, on peut entendre norme 0,5 par exemple, c'est-à-dire ce couplage-là.
on le fait glisser vers une analyse de l'axe usage, santé et quotidien professionnel. C'est-à-dire que du coup, ce qui nous intéresse, ce sont les usages. C'est la question de la santé, parce que du coup, la santé, là où c'est très intéressant, c'est que quand on s'intéresse à ça, on voit l'apparition de conduites paradoxales. Ça permet de voir des choses qui paraissent aberrantes d'un point de vue rationnel et qui, en fait, sont ce qui préservent, sont des stratégies trouvées par les sujets pour préserver leur santé. Et puis, la question du travail réel, de la quotidienneté. Et là, je vous renvoie, en plus de nos travaux de Preuve Drogue, mais vraiment aux travaux de Maranda. C'est vraiment des travaux très, très intéressants sur cette dimension-là. Et donc, outil de travail intéressant, finalement, notre objet d'analyse, et qui pourrait devenir, du coup, l'objet d'analyse des groupes prévention, n'est plus quels sont les produits qui circulent ou comment est-ce qu'il y a des consommateurs excessifs dans notre entreprise, comment ça se passe autour de cela, mais ça va être de se décaler et de raisonner en termes de situation. C'est-à-dire, tout comme je vous disais, pour les risques psychosociaux, les études autour de ce qui se fait en prévention des risques psychosociaux montrent qu'il y a eu justement un glissement de l'analyse du travail réel en tant que situation organisationnelle et collective, du côté du couplage dommages ou problématiques ou vulnérabilité sujet, et de manière à pouvoir soigner, les isoler, soigner les gens. Là, il faut revenir avec les produits du côté d'une problématisation en termes de situation professionnelle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que n'importe quel usage a une composante collective, c'est-à-dire même si je consomme chez moi, c'est-à-dire en dehors des horaires de travail, il peut y avoir dans cette consommation une dynamique en lien avec mon travail. Je vous disais, je rentre de boulot, je prends un verre pour décompresser. Ce verre a un sens professionnel. Je prends des somnifères, ça peut avoir un sens professionnel. Je consomme à midi ou je ne consomme pas, ça peut avoir un sens professionnel. Les pots, alors très clairement, là, ça a été aussi très très bien décrit par notamment Christophe Dejour et Dominique Dessort. Dans les fonctions de SAS, la convivialité, ce n'est pas uniquement la fête. La convivialité dans les milieux professionnels, c'est des moments de décompression, où on refait le job ensemble. Et notamment là, dans les métiers de corps, à la faveur de nos travaux, on a beaucoup travaillé avec la police, les pompiers, des métiers comme ça où on a sur des temps privés, on est encore entre professionnels. Et finalement, dans ces espaces de convivialité, c'est des espaces de cohésion d'équipe très forte, de présentation de soi, d'appartenance. Et où se jouent du coup des dynamiques pour bien faire le boulot très très fortes. Donc vraiment tous les usages peuvent être configurés et pensés en termes de situation professionnelle, ce qui va nous permettre de comprendre, de prendre le temps de comprendre comment ça se passe, et du coup, de prendre le temps de repérer où est-ce qu'on peut agir. Si je consomme dans une logique de dopage, de pouvoir améliorer mes capacités, ça pose quand même bien la question de quel est l'équilibre contrainte-ressources que me permet mon milieu professionnel, qui vraisemblablement ne suffisent plus. Cet équilibre ne suffit plus. Quand on est sur des usages culturels et sociaux, par exemple, alors sachant qu'une conduite dopante peut aussi s'appuyer sur du culturel et du social, là, ça va poser la question du type de produit peut-être qu'on va davantage trouver dans un milieu plutôt qu'un autre. Et ça, là, il y a des travaux qui vont sortir qui décrivent très très bien de l'intérieur les usages dans la restauration et dans le BTP, où malgré tout, toutes les interdictions, là les réglementations sont nickel, noir sur blanc, réimprimées régulièrement, où il y a consommation d'alcool, consommation de cocaïne, consommation de cannabis. Et le truc, c'est que ça existe. Et ce n'est pas ni les tests de dépistage, ni les règlements intérieurs qui l'empêchent. Donc, il faut pouvoir les comprendre pour voir comment prévenir et comment intervenir dessus. Donc, voilà, donc ça peut vraiment, si on pense tout, et même les troubles, c'est-à-dire même l'alcoolique le plus en difficulté parce qu'il a divorcé, que depuis qu'il est né, il a des problèmes, c'est-à-dire où on aura la cartographie privée la plus détaillée, même cette personne-là, ce BBR XXL, il a dans son usage, dans l'espace professionnel, des dynamiques collectives, de fait.
C'est la différence entre Bébert, il va rester 1 mois dans une entreprise et ça va se réguler, et Bébert, ça fait 10 ans qu'il est dans l'entreprise. La différence, c'est bien que son usage a des constructions collectives. Donc voilà, donc comment... Si on veut un peu de débat, il faudrait que tu conclues. Voilà, ben je conclue, en fait, c'est très très bien. Je conclue. Donc, ces situations professionnelles, telles qu'on vous propose, enfin nos travaux vous proposent de les organiser en termes de conduite dopante, situation culturelle, les troubles, les stratégies de défense. Je peux développer ça si vous le voulez. Concrètement, ce qui manque à l'approche gestionnaire, avec les 8 points que j'évoquais tout à l'heure, c'est un gros focus sur l'analyse de ces situations-là. C'est-à-dire pouvoir les poser et les comprendre ensemble. Et si on travaille comme ça, les problèmes que j'évoquais de mon ergonome qui, quand il est à son poste de sécurité de nuit, enfin quand elle est, parce qu'en l'occurrence c'est une femme, à son poste de sécurité de nuit, qu'elle voit les pots, prendre le temps, non pas de dire « j'ai rien vu », mais de voir avec son équipe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue là pour vous, comment vous faites, comment par rapport au règlement, qu'est-ce que vous vivez de cet écart au règlement. En fait, donner du sens ensemble. Et c'est vraiment le boulot. Et ce qui est fou, c'est que cette même ergonome, elle est capable, si je lui dis, OK, ne parlons plus d'alcool, parlons de ce que tu fais par ailleurs au poste de travail. En tant qu'ergo ou que médecin du travail, à partir du moment où on fait de l'analyse du travail réel, on est tout le temps confronté à des écarts aux normes, en permanence. Parce que par définition, le travail réel est fait d'imprévus, voilà, la ruse, elle est là, partout, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, théoriquement, notre métier, c'est de faire avec les écarts, de manière à les comprendre et voir si, éventuellement, on doit faire évoluer la norme pour qu'elle inclue les bonnes pratiques des écarts, ou, éventuellement, voir comment, s'il y a vraiment un problème avec les écarts à la norme, on peut les réguler. Ça, c'est super bien fait au poste de travail, avec les machines, les machins, les trucs. Avec l'alcool, n'y est impossible. Parce qu'on co-construit le tabou. Parce qu'on co-construit l'interdit d'en parler, l'impensé. Donc, sortons de ça. Et c'est vrai aussi du côté du médecin du travail, ne cantonnons pas le repérage précoce du côté du couple produit-sujet. Allons voir quel sens peuvent avoir les produits du côté du travail, de manière à tirer des fils et à voir si, entre ce que fait Pierre-Paul Jacques, soit avec son produit, soit avec son excès de sport, soit avec les exercices, soit avec tout ce qu'il peut mettre en œuvre comme outil pour aller bien, pour régler parfois ce déséquilibre ressources-contraintes de travail, il y a une explosion, il y a un émiettement des stratégies individuelles, parce qu'il y a de moins en moins de stratégies collectives. Par contre, cet émiettement des stratégies individuelles disent des dynamiques collectives. Donc allons piocher ce qui se passe du côté du travail et qu'on va retrouver sous des formes très très différentes, un peu partout dans l'entreprise. Donc c'est vraiment ça. Appuyons-nous sur ça. Donc éviter, attendez, conclusion. Bon, donc plan d'action, bon, ça inclut, c'est une autre manière de dire. En conclusion, évidemment, on est bien conscient, après Drogue Pro, à la fois Renaud Crespin, Dominique Lhuillier et moi-même, que ce que je vous ai dit, ça a vocation, enfin, nous, le but au CNAM, parce que on était pratiquement, Renaud bosse au CNRS, mais le projet était piloté par le CNAM, on est tourné vers l'action, c'est-à-dire que quand même, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir, de ces résultats, en discuter sur le terrain et voir comment on peut le mettre en œuvre. Alors, évidemment, ça va rencontrer de la résistance, de fait, parce que c'est bien, enfin, les présupposés sont bien en place, bien rodés et ont des vraies fonctions. Donc, ce qui va être intéressant à faire, c'est déplacer. En fait, non pas remplacer une approche par une autre, mais faire en sorte d'ouvrir aux approches en place l'apport de cette approche qui est complémentaire.